est l'éditrice de Sophia Awin et Louise-Anne Bouchard, qui est là ce soir pour vous faire découvrir un petit peu le personnage de Abad, Rhapsodie des oubliés et l'univers de Sophia. Moi, j'avais envie de vous dire quelques mots parce que cette histoire qui aboutit aujourd'hui ici au Baobab, c'est une belle histoire. Moi, j'ai découvert Sophia, la personne de Sophia, en juin dernier à Lausanne, avec ce livre qui est en épreuve non corrigée, comme on les appelle, un livre qui a encore besoin d'être un petit peu remanié, relu. Et Marie était là pour nous présenter en fait la rentrée littéraire de août-septembre 2019. Quelques jours ont passé, en juillet, courant juillet je crois. Fin juin, c'était fin juin. Mais après c'était en juillet. Louise-Anne qui était venue avec moi à la rencontre des éditeurs me dit: est-ce que tu as lu Rhapsodie des oubliés? Et puis je lui ai dit non, pas encore. On a laissé passer un petit peu de temps, j'ai lu Rhapsodie des oubliés et à la première phrase, je me suis dit waouh, là il y a quelque chose. Alors d'emblée, c'est souvent ce que je dis aux clients quand ils viennent, je leur dis mais alors peut-être ici à Martigny, Barbès, le 18e, la Goutte d'Or, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui nous touche? Mais en fait c'est pas juste ça. Ceux qui l'ont lu ici ce soir, c'est une histoire de vie. Enfin, je vais pas en parler là maintenant, mais moi, elle m'a accroché à la première phrase. Ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelle. Là, je me suis dit, je respire un bon coup et j'y vais. Et du coup, la magie des réseaux sociaux à notre époque fait que je me suis dit, allez, moi je suis quelqu'un qui ose. Du coup, je me suis dit, allez, je la contacte sur Messenger. J'ai réussi à la voir. On a échangé un petit peu. J'ai eu l'adresse pas de Marie, mais de Valérie, qui est l'attachée librairie. Et puis, on a organisé cette séance qui a dû être reportée en janvier, due aux grèves à Paris. Au formidable climat social français. Que vous ne restez pas douter ici, je pense. On ne sait jamais. Ouais. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de fierté. Et puis, je me dis, dans la vie, quand on a envie de faire des choses, on prend deux risques quand on pose la question, c'est qu'on nous dise oui ou non. Et bien là, c'était oui. Alors, merci à vous. Merci à vous. Bonne découverte. Tu l'as pas dit lire une phrase? Mais je l'ai dit. Tu l'as dit. Ok, non, oui, vas-y, redis-la. Ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelle. D'accord. Alors, j'étais avec Yasmina quand on est allé à la rencontre pour les présentations des nouveautés en juin. Alors, évidemment, il y a beaucoup de livres. Et je ne sais pas pourquoi, j'arrive à la maison et puis c'était les épreuves non corrigées. Puis je regarde ça, j'ouvre ça et j'étais incapable de lâcher. J'étais incapable de lâcher. Je suis une grande lectrice. Et Sophia était sur Facebook. J'envoie un petit message à Sophia pour une demande d'amitié. Elle me dit: est-ce que vous me connaissez? Je dis non, mais j'ai beaucoup aimé votre livre. Ok. Comme ça. Et ça réunit, c'est quelqu'un qui est capable de raconter une histoire, de mettre en scène des personnages inoubliables, plus une écriture absolument envoûtante qui va de la violence à la sensualité. Bonsoir Sophia, ça va? Ça va, merci. Merci d'être là déjà, vraiment, d'avoir bravé la neige, les vaches, les marmottes. Et puis, non, mais je plaisante. Depuis ce matin avec Yasmina, on fait des blagues sur les clichés que les Français peuvent avoir des Suisses. Et moi, je suis très contente d'être là. Et puis, hier, j'ai assisté déjà à un club de lecture. À un club de lecture, j'appelle ça un book club, c'est vrai. Les anglicismes nous ont un peu tué la langue, mais voilà. Et donc j'ai découvert une ville intéressante avec un parcours social, des œuvres d'art et en même temps il y a un vocabulaire. Et je voulais dire que j'ai découvert un mot magnifique qui s'appelle maman de jour. Voilà, parce qu'en France on dit le mot nourrice et ce matin je faisais un interview pour la télé locale et j'avais envie d'en parler parce que moi j'ai été élevée beaucoup par des femmes étrangères et étranges aussi qui n'étaient pas ma mère. Et je trouve que maman de jour est un mot magnifique. Voilà, donc je garderai en mémoire ce mot-là dans peut-être un prochain livre en tout cas. Voilà. Alors dans un roman, moi je considère toujours que l'endroit où se situe le roman, le lieu géographique est un personnage et la Goutte d'Or est un personnage et je vais te demander de leur décrire qu'est-ce que c'est la Goutte d'Or à Paris, s'il te plaît. Alors qu'est-ce que c'est pour vous la Goutte d'Or déjà? Quartier. Un quartier. Un quartier. Autre C'est un quartier compliqué. Un quartier compliqué, d'accord. Il y a d'autres personnes qui avaient des idées avant? C'est un quartier certainement multiculturel.
multiculturel, compliqué, donc il y a déjà beaucoup de choses là dans ces deux mots. Non. Alain Bachung. Alain Bachung, beaucoup de choses. Bah, c'est tout ça à la fois en fait, à la fois de la poésie, donc Alain Bachung, la poésie française, de la mémoire, du multiculturalisme, de beaucoup de précarité, beaucoup d'histoire et en même temps comme une marge, mais une marge avec de la tendresse, c'est-à-dire que dans les quartiers populaires ou chez les gens plus modestes, c'est vrai qu'il n'y a pas que des qualités ni des défauts. Il ne faut jamais faire de l'angélisme, je trouve, quand on essaye de faire de la littérature qui parle d'une certaine société. Mais dans mon livre, j'ai voulu décrire le réel et en même temps raconter ce qui nous lie et la tendresse qui peut y avoir même dans les moments très durs de la vie. Et la Goutte d'Or, pour moi, c'était un territoire qui était quand même évident par rapport déjà aux origines de mes parents qui sont d'origine algérienne, de Kabylie, et puis aussi parce que ça incarne dans la tête de beaucoup d'exilés une sorte de Mad Cocagne, une Madeleine de Proust d'un quartier à Paris qui leur appartiendrait dans la mémoire collective. Comme par exemple certains quartiers de Rio ou d'autres quartiers appartiennent à des populations qui y sont passées et qui se sont... je ne sais pas si à Genève il y a des endroits par exemple plutôt où les Italiens sont et restent. Il doit y avoir des quartiers comme ça, un petit Chinatown ou des choses, non? L'Italie. Pardon? l'Italie. Il y a une Italie à Genève? Non, je sais pas. Vous savez pas? Mais l'Italie, par exemple, voilà, c'est des quartiers en fait où des générations et des générations de populations se sont installées, ont créé une mémoire collective, mais dans l'immigration. Et Barbès, c'est un peu tout ça. Et en même temps, c'est aussi un quartier où est né le roman populaire qui s'appelle L'Assommoir d'Émile Zola. Et la Goutte d'Or, en fait, ça vient d'un vin qui avait été créé au 19e siècle par un commerçant et par un propriétaire de terre. Et la Goutte d'Or, donc c'est le nom d'un vin, c'est aujourd'hui aussi le nom d'une maison d'édition fait par des gens formidables que je connais bien. Et voilà, la Goutte d'Or, c'est à la fois très poétique et en même temps, ça parle du vieux Montmartre, parce qu'il y a des vignes à Montmartre, il y a du Beaujolais qu'on fait, qui est pas très bon, hein, je vous le déconseille. Voilà, et dans tout ça, enfin là-dedans, il y a tout ça. Je ne sais pas si ma réponse est claire, ça vous va? Voilà. Un quartier très cosmopolitain. Et dans ce quartier-là, évidemment, tu l'as dit souvent en interview, toi, tu as été beaucoup influencé par Truffaut, Les 400 coups. Et le protagoniste de ton histoire s'appelle Abad, et il a 13 ans. Tu peux leur en parler. Qui est Abad? Alors, moi, j'aimerais bien demander à mon éditrice qui est Abad. Ah, quel colle. Enfin, pas quel colle, je sais qui est Abad. C'est drôle parce que quand on aborde un roman, on a tous une façon de lire le livre et quand on en parle avec son voisin, sa soeur, son frère, on n'en parle pas de la même façon. Et moi, c'est vrai que le personnage qu'on pourrait dire central, Abad, c'est lui qui m'a vraiment pris la main pour découvrir tout ce livre. Je l'adore, il est impertinent, il est insolent, il fait que des bêtises, il a, tu dis, les hormones en déflagration, c'est vrai, totalement travaillé par ça, comme on l'est souvent, sans doute, à cet âge-là, quand on est particulièrement un garçon. Le nombre d'hommes que j'ai rencontrés, qui ont lu le livre et qui disent « mais comment elle arrive à se mettre dans la tête d'un jeune garçon, d'un adolescent de 13 ans, c'est dingue, c'était exactement ça. » Et ce sont des hommes qui me l'ont dit, moi je peux que supposer que c'est réaliste effectivement, parce que ça sonne juste à chaque moment. Abad, il a toutes les raisons, comment dire, de maudire sa vie, peut-être les parents qui l'ont fait naître, la rue qu'il voit grandir. Et en même temps, il est parcouru par un élan vital qui est absolument incroyable. Il a un humour malgré lui, une sorte de, voilà, c'est l'humour de la vie malgré elle. Et il va nous prendre la main, rencontrer tout un tas de gens. Je vous disais tout à l'heure, il y a tout un tas de lectures possibles d'un livre. Quand on a fait lire à l'attaché de presse, qui est un garçon justement, qui allait défendre ce livre, lui m'en a parlé tout à fait autrement. Pour moi, c'était effectivement Abad le fil rouge. Pour lui, c'était tous les portraits de femmes. Parce qu'Abad, effectivement, sur sa route, il va croiser beaucoup de femmes qui vont toutes être d'une façon ou d'une autre, des sœurs, des mères, des grands-mères pour lui, et qui vont l'aider à grandir dans sa vie d'homme. Voilà, que ce soit les fémènes qu'il regarde seins nus par la fenêtre de son appartement, que ce soit Odette, la vieille dame qui va être un peu une sorte de grand-mère adoptive,
la psy qu'on va l'obliger à aller voir parce qu'il a fait tout un tas de bêtises, et l'école et les parents vont l'obliger à aller voir cette psy qui au départ est tout ce qu'il déteste, avec ses gros pieds bleus dont il parle sans arrêt, la comprimée, et sa tête de Shrek et son putain de chat qui s'appelle Sigmund, et il a qu'une envie, mais c'est de lui donner des coups de pied voilà, dans l'arrière-train. Voilà, donc Abad, c'est un peu tout ça, tu as sans doute des choses à rajouter. Et ben, vous voyez pourquoi je veux travailler avec elle. Pour moi, ce qui est important en fait, et c'est l'histoire de la réception de ce livre, c'est que ça parle vraiment, et je suis très heureuse d'ailleurs que vous soyez aussi nombreux ce soir, parce que ça parle vraiment à beaucoup de monde, parce que c'est un livre à la fois qui fait un portrait de la société et d'un quartier populaire. Ça reste qu'un bout de Paris à un instant T dans les années 2010. Hein. C'est pas, mon roman n'a pas une vocation à raconter ce que sont la marge ou les quartiers populaires aujourd'hui. C'est vraiment un bout de réel, mais sans concession. Et en même temps, c'est un livre sur la tendresse de l'enfance et sur ce qui peut mordre aussi. Et ce gamin, je l'ai voulu le plus universel possible, mais avec des particularités qui sont des particularités de la société française. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que dans la réception, ça va de 12 ans, parce que les mômes d'aujourd'hui sont très précoces, jusqu'à 80 ans. Dans les salons du livre, dans les rencontres, j'ai de tout. Dans la presse, dans les critiques, j'ai de la presse plutôt très à droite et du communiste. J'ai des gamins très jeunes, des gens plus âgés, des femmes, des hommes. Du très populaire et du très littéraire. Voilà, c'est ça. C'est à la fois un roman populaire ça unit. C'est vrai. Et avec un prix l'un des prix les plus germanopratins de l'histoire de la littérature en France. Parce que c'est un prix créé avec comme marraine Françoise Sagan, ce qui n'est pas rien. Mes prédécesseurs vont de Houellebecq en passant par Virginie Despentes. Donc quand j'ai eu ce prix, ça vous met une pression énorme, et en même temps vous avez aussi une sorte de label et puis une reconnaissance de vos pairs. Et puis et c'est un prix moderne, punk. Mais en même temps avec une vraie volonté de mettre en avant des auteurs, et surtout des auteurs, comme ils disent dans le prix de Fleurs, des auteurs prometteurs avec un certain sens de la fête. Et donc la sortie de ce livre, c'est vraiment pour moi un changement de vie total. C'est pas de faire des télés, tout ça, c'est vraiment que ce livre, c'est moi. C'est un livre que j'ai voulu le plus sincère possible. Je l'ai écrit comme si je revivais une certaine enfance, et je l'ai écrit vraiment pour raconter ce que j'étais, et ma version de... On dit souvent notre version de l'histoire, quoi. Moi, on m'a raconté peu d'histoires quand j'étais petite, et j'ai dû arracher toutes les histoires que je trouvais, que ce soit dans les romans, dans les fictions, dans les films, dans les gens que je rencontrais, dans les familles d'accueil où j'ai été, dans les vieilles dames qui m'ont inspiré des personnages, et avec le plus d'amour possible. Et c'est un roman sincère. Enfin, en tout cas, je crois. Voilà. Voilà. Alors, dans le personnage d'Abad, évidemment, qui est le personnage central, le coup de génie, en tout cas selon moi, de Sophia Wynne, c'est que ça pourrait être un roman très, très tragique, mais tu le défais par des boutades ou par de l'humour. Tu vois, dès qu'on entre dans un créneau trop tragique, tu casses ça avec beaucoup d'humour et de boutades, de renversement. Évidemment, la métaphore, quand j'ai lu ça, la métaphore, c'est que tu as l'impression qu'Abad voit toujours le bonheur, soit à travers une fenêtre ou une porte qui doit pousser, mais jamais où il est. C'est quelque chose qui m'a frappé, moi, en tant que photographe. C'est-à-dire que la première... Alors, je t'ai demandé avant si on pouvait parler de ça. C'est un roman assez violent, quand même, on peut le dire. C'est assez violent, assez cruel, je dirais. Mais dans les interviews, on a très peu parlé d'une chose qui, moi, m'a beaucoup marqué dans ça, c'est la sensualité des personnages. La gourmandise, si tu veux, au niveau visuel ou tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu peux leur expliquer? Et cette espèce de fascination-là qu'il a pour cette petite fille qu'il voit au travers d'une fenêtre. Comme l'expliquait Marie, mon éditrice, c'est qu'en fait, c'est un gamin qui se construit à travers les autres, comme moi j'ai pu me construire, parce que quand on n'a pas eu de transmission familiale, on se transmet. Si on veut rester en vie, et surtout si on veut grandir, et si on veut être un être humain, si on veut s'humaniser au regard du monde et aller vers le monde et être reconnu puis se donner une certaine... c'est-à-dire légitimité à être, quoi, tout simplement. Et c'est souvent les enfants abandonnés, c'est comme ça. Ce môme, en fait, il a les mêmes failles que moi, j'allais dire névrotiques. C'est souvent le cas avec les personnages qui vous habitent. Et puis moi, il m'est arrivé sur un coin de la gueule le 8 juillet 2013. Je suis très très friande des dates. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que j'écris mon deuxième roman, je dois faire le deuil un peu de mes personnages, et j'y arrive pas, quoi. Je n'y arrive pas, c'est limite si j'ai...
envie pas de les tatouer sur un peu, parce que je trouve que les tatouages c'est très moche. Mais je sais pas, je les aime comme l'enfance que j'ai pas eue, je les aime comme l'adolescente que j'aurais aimé être. C'est un roman libertaire, libertin, c'est un mélange de tout. C'est un roman sur l'enfance immortelle et sur à la fois sa cruauté, sur ses moments de splendeur. Et quand vous parliez quand tu parlais de sensualité, c'est parce que c'est un gamin qui est en pleine déflagration des hormones, et c'est le côté misérable de l'adolescence avec la misère sexuelle. Et c'est aussi le portrait amoureux d'une génération en train d'éclore, à la lisière entre les mômes d'aujourd'hui ont la même vision de l'amour que nous en fait. Les chagrins d'amour font autant mal qu'à notre époque, à l'époque de Madame qui est là. Mais sauf qu'il y a un accès plus facile à la pornographie et à la laideur du monde. Et c'est vrai que c'est un môme que j'ai voulu qu'il raconte cette génération-là. De manière simple, sans faire de portrait sociologique. De toute manière, on m'en a empêché. Mais, parce que mon éditrice ne voulait pas du tout d'un roman trop social. Et je comprends maintenant. C'est surtout que je ne voulais pas que tu le racontes sous l'angle trop social, parce que c'est tellement un roman puissant, où on rit, où on respire, où j'ai les cheveux qui gonflent. Ouais. Je crois que la table va commencer à bouger. Je ne voulais pas qu'on ait l'impression que ça allait être un livre sociologique, entre guillemets, chiant, sur le 18e arrondissement et qu'on n'en sortait pas. C'est tellement plus puissant que ça, c'est universel, comme si on disait les 400 coups de Paris, ça ne vaut le coup de voir ce film que pour le décor de Paris ou pour l'époque, etc. Non, c'est quand on est dans de la vraie littérature comme on l'est avec Sophia, c'est universel. C'est-à-dire que oui, c'est très ancré quelque part à un moment, et avec des personnages précis, mais c'est totalement universel. Et moi, je n'ai rien à voir avec Abad, et en même temps, je n'ai rien à voir avec un petit garçon d'origine libanaise qui a le destin, enfin la vie qu'il a eue, qui a 13 ans, qui est un garçon et tout ça. Mais pourtant, il y a tout un tas de choses que j'éprouve qui peuvent entrer en correspondance. Donc c'est pour ça que je t'embêtais avec ça. Alors c'est un roman, oui, qui fait le portrait d'une enfance dans une société qui est assez furieuse aujourd'hui. En fait, c'est un enfant qui veut rester un enfant face à l'hystérie du monde. Et en même temps, c'est le portrait d'une ville aussi. D'une ville dans ce qu'elle a de sensuel, dans ce qu'elle a de gourmand. C'est le portrait d'un quartier où, malgré la dureté du monde, les gens ont envie de croquer la vie. Et en même temps, c'est un portrait sans concession, dans le sens où moi j'aime la comédie italienne par exemple, les films aussi plus populaires d'un certain cinéma français, avec Jean-Pierre Mariel ou Jean Rochefort, les films de Joël Serra. J'aime l'humour à la fois grivois et en même temps politique. Et dans ce livre, en fait, il y a beaucoup de sexe, mais en même temps, c'est jamais sale, c'est jamais vulgaire, c'est sensuel et drôle. Et je pense que passer par l'humour, c'est une manière de rire du rire du désespoir et en même temps d'éviter aussi parfois de donner des leçons, parce que je déteste ces livres où on donne des leçons, où on fait la nique, ou les leçons sociales à des gens qui sont plus privilégiés. Moi, je dis souvent qu'on peut être dans le 16e ou je sais pas, à Saint-Moritz ou à Gstaad, j'essaye de faire du local un peu, et en même temps, ou à Vevey si vous voulez, et en même temps avoir autant de problèmes qu'un gamin qui naît dans un quartier plus populaire. Je ne sais pas s'il y en a en Suisse, je pense que oui, mais je ne connais pas assez. Peut-être à la frontière avec la France. Mais donc, voilà, je trouve ça intéressant de dire qu'on peut être vivant partout, mort jeune. Voilà, le cliché est quelque chose que je déteste. Il y en a un peu dans mon livre. Les Québécois, quand ils l'ont lu, certains disaient qu'il y avait un peu... Une journaliste a dit qu'il y avait un peu de cliché. Par rapport au politiquement correct canadien, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop taper sur certaines communautés. Moi, par exemple, il y a des chapitres entiers sur les dérives de l'islam dans l'islam radical, et tout en faisant un portrait au vitriol un peu de certaines dérives sectaires, parce que ça reste pour moi des sectes, et se moquant à hauteur d'enfant de certaines caricatures religieuses. Par exemple, chez moi, les barbus, c'est les barbapapa. Parce que c'est à hauteur d'enfant. Les filles voilées, c'est les Barbie Djihad, ou c'est les Batman. Et en fait, tout ça, c'est des choses que Barbapapa, je l'ai inventé, même si c'est un dessin animé. Et puis
Batman, c'est un copain qui est originaire du Niger et qui, en fait, au moment où Boko Haram est arrivé pour enlever les petites filles de l'école, a vu des générations de sœurs et de cousines et de mères commencer à se voiler intégralement pour justement ne pas être enlevées, et ils ont commencé à les appeler les Batman. Parce que face à la laideur du monde, on invente toujours des langages, des langages secrets, des codes secrets, et en général, les sociétés les plus terribles, les sociétés les plus dures, c'est les sociétés dans lesquelles on rit le plus et l'humour est le plus intéressant. On parle de l'humour juif, de l'humour arabe. Voilà, il y a tout un... L'humour yiddish, par exemple, est extraordinaire. Et pourtant, il est né dans les ghettos, il est dans certains ghettos, quoi. Donc, il y a... Alors, plus que tu en parles, parce que moi, je ne vous ai pas parlé des Batman, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire, moi, que je ne connaissais pas. Alors, par ricochet, je te pose la question, est-ce qu'on t'a dit, tu n'aurais pas dû dire ça, les appeler comme ça? Est-ce qu'on t'a reproché ça à Paris? On m'a fait, à Paris, voilà, la ville des monstres. Non, mais... non. Est-ce que vous aimez Paris ou ça vous fait peur? Moi, je rentre de Paris et c'était insupportable. Il y avait la manifestation avec les pompiers, les sapeurs-pompiers. J'ai failli me prendre un projectile sur la tête. J'y étais aussi. C'est vrai. Ouais, je me suis retrouvée on s'est croisés, je me suis retrouvée en plein milieu. C'était il y a 2 jours à 15h, voilà. au milieu d'un banc de pompiers. Et je suis restée tétanisée. Après, moi, je les soutiens, les pompiers. Hein. En métro, je me dis, j'en ai tout On est en train de filmer. Oui. Elle est très fatigante en ce moment. Elle est très fatigante. Ouais. Non, c'est une ville, souvent, je dis que c'est... Je ne vais pas dire de gros mots ici, mais pour moi, c'est une ville... Voilà, c'est compliqué. Tu as une relation d'amour et de haine avec cette ville-là, on a l'impression. Ouais, je dis à la fin du roman, quand je dis mes remerciements, je le dis. Bien sûr. Attendez. Voilà. Je dis aux inconnus que j'ai croisés dans mon quartier depuis tant d'années, qui m'ont donné envie d'écrire la poésie païenne, parce que pour moi, le 18e, c'est une sorte de poésie païenne. Enfin, merci à cette ville que j'ai dans la peau, même si j'ai souvent eu envie de m'en sauver. Madame comprend. Mais ouais, c'est une ville avec un peu un mélange d'Eros et Thanatos, quoi. C'est une ville que j'aime, que j'ai dans la peau, mais en même temps que j'ai tout le temps envie de fuir, quoi. Il y a quelque chose comme ça de rejet, C'était quoi la question? Si tu avais eu des remarques par rapport à ça. Oui, il y a des gens qui m'ont fait quelques remarques, mais souvent ils n'avaient pas lu le livre. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est que c'est un livre qui a une vie dans le quartier. Moi, je travaille avec des adolescents de collège et par exemple, mon livre va être étudié dans les collèges de mon arrondissement, ce qui est génial. Il va être étudié par une classe de Brest dans le cadre d'un cours d'histoire géo et d'une option. C'était soit un stage de 3e, donc en entreprise, soit étudier mon livre et raconter notre rencontre. Sur la maison de... J'allais dire, la maison de réinsertion. C'est ça. Soit un stage en Afghanistan. Et donc, il y a les 3 trucs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour être validé au brevet des collèges. Bon, ça sert à rien le brevet des collèges, hein, mais c'est très bien. Et moi, j'ai aucun diplôme, hein, mais j'ai fait quand même des études, mais j'ai un parcours un peu particulier. Pourquoi je vous racontais ça? Et c'est un livre qui a une vie vraiment dans le quartier, mais c'est là aussi où j'ai eu une seule réaction de rejet de la part d'une dame qui vit dans le quartier depuis 40-50 ans et qui, un jour où j'ai présenté la Rhapsodie dans une médiathèque, m'a dit cette phrase: « Pourquoi vous avez décrit le quartier comme ça? Vous nous stigmatisez. » Je crois pas. Et elle n'avait pas lu le livre, elle m'avait juste entendu parler de l'islam radical, etc. Et pour elle, en fait, c'était des petits gamins qui étaient gentils, qui jouaient dans un square, avec 2-3 dealers qui étaient là, mais les dealers, quand même, pouvaient porter les courses des vieilles dames. C'est pas faux, mais il y a quand même une tension sociale qu'il ne faut pas éluder. Et pour moi, être écrivain, ça veut dire aussi raconter le réel, c'est important. Et je suis journaliste à la base, plutôt reporter radio, et documentariste, pas pour du news, pour du magazine, donc j'ai une autre manière d'appréhender le réel. Et voilà, dans le genre de remarques, sur l'islam, oui. Après, c'est pas un livre sur l'islam, c'est un livre sur une génération tentée par le vide et le néant, quoi. Et c'est plutôt un livre autour d'une génération. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de cette génération-là sans parler de la radicalisation et sans parler aussi de ce que, par exemple, des trajectoires comme celle de Mohamed Merah ou Abdeslam ont fait à tous ces jeunes. Aujourd'hui, il y en a plein et dans des familles socialement très différentes. Je suis sûre que dans les jeunes qui sont en Syrie, il y a des jeunes Suisses.
Enfin voilà, et il y a des profs ici et je voulais raconter dans ce chapitre où j'ai parlé de cet islam-là, comment on fabrique cette chair à canon. Ben, parce que moi, j'ai surtout vu comme une grande déclaration d'amour à ton quartier, tu vois. Avant que la réunion commence, je t'ai demandé si tu pouvais nous expliquer comment tu es arrivé à écrire. Je dis pas sur le tard, mais tu l'as pas fait à 25 ans, tu es arrivé à la fin trentaine pour publier un premier roman et tu m'as dit ça, tu dois poser la question à mon éditrice. Alors, comment c'est arrivé l'histoire de ce livre-là? Comment ça a commencé? Alors, moi, je peux Rencontré raconter sur Tinder ou pas? Voilà. Je peux raconter l'histoire, effectivement, comment c'est arrivé. Je pense que quand on est un écrivain comme Sophia, on ne le devient pas d'un coup parce qu'on publie à 42 ans un livre. On l'est depuis toujours. J'avais 40 ans. 40. J'ai pas encore 42. Pardon, je t'ai vieilli. Mais elle est méchante, ton éditrice. J'aime bien, j'ai trouvé être cruelle un peu à la saison. C'est un métier de sadique. Dites-moi que vous ne me donnez pas mon âge si vous Mais non, mais non. 32, donc j'ai dit 32, pardon. 41. 41. Je suis passée à la clinique La Prairie. Donc voilà, on le devient pas d'un coup, on se dit pas tiens aujourd'hui je vais me mettre à écrire, c'est forcément des choses qui vous traversent. D'ailleurs, Sophia a une façon très à elle, enfin je pense qu'il n'y a pas deux auteurs qui écrivent de la même façon, mais Sophia elle infuse très, je dirais, elle n'a pas forcément, le début de l'écriture ne se passe pas au moment où elle tape sur son clavier ou où elle écrit avec un stylo, ça commence bien avant. Et des fois elle me parle de choses, je me dis je crois qu'elle vient juste de l'inventer. C'est pas toujours le cas. Bah, mais ça m'est arrivé de, mais parfois, de ça dire peut, que voilà. j'avais fini un livre mais alors que j'avais pas commencé, oui. ça par C'est exemple. un chapitre. Et puis des fois on sent, et en fait c'est des choses qui à un moment, comme sans doute avec les gens assez doués, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un moment on tire sur un fil et tout arrive comme ça. Donc moi je l'ai rencontrée à un moment où elle avait déjà tiré sur quelques fils, mais la pelote était encore emmêlée. Et donc tu avais quel âge alors? J'avais 14 ans je crois. 14 ans. Donc je l'ai rencontrée en 2017. C'est la personne qui fabrique les livres, qui est en lien avec les imprimeurs chez nous, qui m'avait dit, avec qui on s'entend très très bien, qui m'avait dit Marie, à l'époque on publiait des récits, des témoignages de vie, et qui me dit est-ce que tu as entendu cette émission sur France Inter, l'émission de Jean Lebrun, La marche de l'histoire? Il y avait une femme, l'émission s'appelait L'enfance irrégulière, et ça s'appelait comme ça? Ouais, c'est ça, L'enfance irrégulière, et elle était tellement incroyable, écoute cette émission. Et puis elle me le dit une fois, deux fois, trois fois, et puis moi des fois je procrastine. Alors du coup, et à un moment elle me dit écoute Marie, en fait j'ai contacté la personne. Je dis bon bah écoute, organise un rendez-vous alors puisqu'on y est, et d'ici là, puisque le rendez-vous aura lieu, j'aurai forcément écouté l'émission cette fois. Et on se rencontre autour d'une table ronde comme celle-là, plus petite que celle-là, avec Jeanne qui travaille avec moi, qui est éditrice, avec Annie Laurie, la fabricante, qui a priori ne participe pas en général aux réunions éditoriales, et puis avec Sophia et moi. Et là, quand j'ai rencontré Sophia, je me suis dit, mais elle, je suis prête à la suivre partout, je suis prête à lui signer, je sais pas, n'importe quoi, Sophia Win, un contrat où il y aurait marqué... je vais écrire quelque chose, c'est pas grave, ni roman, ni récit, ni quoi, je veux la publier. Parce que ça m'a fait penser à ces contes, vous savez, ou d'Andersen ou de Grimm, où on raconte qu'il y avait des jeunes filles comme ça, et qui, à chaque fois qu'ils parlaient, il y avait une perle nacrée qui tombait, etc. Et moi, j'avais l'impression d'être là en train de ramasser comme ça. Et c'est vrai que, mais vraiment, je peux retrouver mon carnet, je notais des phrases, je me disais, oh, si jamais elle s'en souvient plus après, parce que je sentais elle est déversée comme ça et que peut-être qu'elle n'allait pas les retenir. Alors je notais, voilà. Et Je fais un La chacun. pommade. non, c'est pas de la pommade, c'est pas de la pommade, je suis, alors pour le coup, Non, non, si mais Sophia ça- l'est, sincère, je le suis aussi. Ah oui, Et oui, donc, oui. voilà, on a signé un contrat qui au C'est début... une vraie histoire de... C'est De une histoire feeling professionnelle aussi, qui est devenue un... Ouais. Et je ne pouvais pas travailler. Marie a été d'une patience infinie dans la naissance de ce livre, hein, parce que j'ai terminé ce livre à une date qui était le jour où Notre-Dame a brûlé, donc le 15 avril. Et normalement, les livres pour la rentrée littéraire de septembre sont toujours prêts fin décembre de l'année précédente. Et je l'ai terminé en avril. En juin, on a rencontré ces deux dames à Lausanne. Et le livre, je l'avais fini 3 semaines avant. Mais je l'avais dans la tête depuis 5 ans. Voilà. Et j'ai appelé une semaine avant, le 7 avril, j'ai appelé Marie en lui disant « Je te rends ton contrat, je te rends un peu l'argent que vous m'avez donné et je ne sortirai jamais ce livre, c'est nul.
Donc elle a vraiment géré mon autocensure, mes doutes et sa confiance a été jusqu'à la fin. Et elle ne m'a jamais rien imposé. Et c'est ça qui a marché. Mais Et tout et pas, aucun, enfin il y a peu d'éditeurs qui auraient fait ça. Parce que c'est vraiment parier sur quelqu'un, parier sur ce qu'elle est, sur ses failles. Et je crois que sans confiance et sincérité, ça se serait. Mais l'hiver de l'autre, vous avez répondu à ma question qui va les intéresser. Parce que On n'a pas moi, parce que moi, je veux savoir comment ça s'est passé dans le bureau. Tu lui as dit, écoute, j'ai un personnage en tête qui s'appelle Abad. Non, alors, c'est mais pas comment ça. ça s'est passé? Au départ, l'idée, c'était, puisqu'il y a cette émission où Sophie racontait son parcours placé à l'aide sociale à l'enfance pendant 20 ans, les foyers, etc. Voilà. et elle le racontait avec une façon, et elle disait surtout qu'en fait, moi, ce qui m'a passionnée, moi, ce qui me passionne dans mon métier, c'est que je rencontre tout un tas de gens qui n'ont pas forcément les mêmes vies, les mêmes métiers que moi. Et en l'occurrence, je me disais, mais comment c'est possible comme ça de ne pas avoir de son enfance du tout, de ne pas avoir de roman familial quand on est, vous tous, je pense, on vous a raconté quand tu étais petite fille, quand tu étais petit garçon, tu faisais ci, tu faisais ça, c'était drôle, que l'histoire soit vraie ou pas, qu'elle ait été, comment dire, changée par les souvenirs. En tout cas, on nous raconte qui on a été, on a des photos, etc. Sophia, elle n'avait pas tout ça. Et je me dis comment on se construit quand on a des pages blanches derrière soi, alors que normalement, elles sont déjà écrites. Donc il y avait tout ça. Et puis, elle racontait aussi cette chose qui pour moi était de l'ordre vraiment, encore une fois, du conte et un peu de la magie, que son père, qu'il avait laissé quand elle était petite, mais qu'elle avait pu revoir une fois ou deux, lui avait dit, toi, quand tu étais petite, Françoise Dolto a dit que tu écrirais des livres. Et ça, je me suis dit, mais ce genre de prophétie, c'est incroyable parce que ça a dû, tu l'as su assez tard, donc je pense que tu étais déjà écrivain, même si tu n'avais pas encore écrit de romans. Je faisais déjà de la radio, donc je racontais des histoires, dans les documentaires, je racontais des histoires, celles des autres en tout cas, donc il y avait déjà un peu de passage, de transmission. Et donc l'idée au départ, c'était de dire, tu vas écrire une sorte, on hésitait sur le mot, d'enquête littéraire, qui serait un récit, qui serait en littérature, en collection, voilà, de l'autofiction. Mais voilà, moi l'idée c'était de toute façon, je voulais entendre cette voix. Je ne sais pas ce qu'elle allait me raconter, mais je voulais entendre cette voix. Donc au départ, c'était voilà, une enquête littéraire sur comment j'ai découvert très tardivement, ouvert mon dossier donné par l'aide sociale à l'enfance, comment j'ai appris des choses sur moi alors que j'étais déjà une adulte construite, etc., avec justement tous ces blancs. Et donc le premier livre et on a signé un contrat sur ce livre-là. Et puis Sophia, elle m'a dit, tu me donnes surtout une date butoir, c'est hyper important, sinon je te rendrai jamais le livre. Et puis après, elle m'a appelé pour m'engueuler parce que je lui avais donné une date butoir et que... Ah non, mais franchement, je pourrais la canoniser à Lourdes. Voilà, j'aimerais bien. Parce que sincèrement, je pense elle me dit, mais pourquoi tu m'as donné cette date? Tu te rends compte, c'est mon premier livre, comment je peux l'écrire et tout ça. C'est toi qui l'as dit. On avait signé pour 2 romans, et ce qui est rare dans cette... j'étais personne. En général, les commandes, c'est surtout soit pour des personnalités, soit sur des personnes publiques ou qui ont raconté des histoires, et dans le cadre d'un témoignage en coécriture, soit avec un journaliste ou avec une personnalité, etc. Moi, la Martinière et Marie m'a signé un contrat pour 2 livres. Elle m'a signé sur un chapitre sur ce livre-là et elle m'a commandé mon témoignage. Je suis partie en résidence au Luxembourg parce que j'ai fait toute l'Europe pour écrire ce livre et j'ai fini par le terminer chez moi 15 jours avant qu'elle se pende. et donc je plaisante. Hein. Et donc, j'ai eu beau chercher des tergiversations. Le jour où je me suis donné le droit à l'écriture, j'ai terminé ce livre et en une semaine, j'ai écrit 8 chapitres. Et j'ai autant de personnages dans mes tiroirs, j'ai autant d'ouvertures de pistes, et ce n'est qu'un premier tome et qu'un premier jet, et ce n'est qu'une version du roman dans un temps donné, le 15 avril. Il aurait pu être tout à fait différent, la fin, sauf que l'hommage des 400 coups est évident et ça aurait été toujours celui-là. Mais voilà, c'est ce roman, il aurait pu être tout à fait autrement 3 jours après. Et grâce à Marie, j'ai pu le terminer, et ça... et puis faire confiance à quelqu'un sur sa personnalité, c'est quand même dans ce monde dans lequel on est, assez rare dans l'édition. Et quand on me dit, tu l'as envoyé à qui? Tu l'as envoyé à Gallimard, à Flammarion, à combien de personnes? Des fois j'ai honte, parce que je connais des gens qui ont été refusés plus de 26 fois. Vous imaginez 26 lettres de refus? Et la personne a fini par être éditée. Il faut vraiment aimer ça. Moi, on m'aurait dit non, j'aurais pas continué. Vous voyez? Alors, là j'ai compris comment s'est forgé le roman.
Évidemment, une question. Non, mais là, je comprends parce que tu m'avais demandé de demander à l'éditrice pourquoi tu as mis un protagoniste, un petit garçon. Est-ce que le roman aurait été très différent si ça avait été une petite fille? Alors, par rapport à mon histoire, ça ne pouvait pas être autre chose qu'un petit garçon. Et c'est aussi parce que, comme je le disais, je me suis construite avec le cinéma, notamment ce film qui a changé ma vie, qui sont Les 400 coups de François Truffaut. Et en fait, ce petit gamin, il est arrivé dans ma tête un jour de juillet 2013. Et puis voilà, il m'a jamais quitté, quoi. C'est mon ami imaginaire. J'ai l'air un peu conne quand je dis ça, mais voilà, c'est comme ça. Et puis c'est pas une petite fille. Et je préfère que ça soit un petit garçon parce que ça aurait été peut-être un peu gnangnan avec une fille, je sais pas. Pas gnangnan, mais peut-être que je dirais juste que par contre, sa liberté, comme il y avait ce premier projet sur une enquête littéraire, qu'ensuite elle m'a dit en fait c'est trop à vif, c'est trop là encore, c'est difficile d'écrire sur ça. Et je lui avais dit mais tu te souviens ce chapitre que tu m'as fait lire? Vas-y, parle là-dessus. Ah bon, mais ça tirait si c'était le roman? Oui, vas-y. Et là, en fait, je pense que ça a permis la liberté de l'écrivain. Sinon, peut-être qu'elle aurait eu la tentation de l'autofiction et qu'elle n'aurait pas lâché la bride sur le coup de l'écrivain. Et là, voilà, c'est un garçon, c'est Abad. Sans doute qu'il y a des choses d'elle, mais autant dans Abad 13 ans que dans Odette 80 ans, etc. Je pense qu'il y en a sans doute partout. Bien sûr. Mais comme vous verrez, le deuxième livre, là, juste avant de venir retrouver Yasmina et la librairie, on parlait dans la chambre d'hôtel et puis Sophia me lisait des extraits du prochain roman. Et ce qui est dingue quand vous avez un écrivain en face de vous, et je lui ai dit, et donc je lui retartine des compliments, mais je me disais, en l'écoutant parler, je me disais, ça se trouve, je me dirais. Et puis elle n'a pas signé encore le contrat du deuxième, donc je suis obligée de lui tartiner des compliments, mais après je vais reprendre. C'est dur de travailler avec quelqu'un comme moi, c'est des blagues H24. C'est prévu pour quand, le deuxième? Le deuxième, déjà quand il sera écrit. Oui. Et puis, on va faire la même chose. On va faire la même chose en plus. Il faudra d'ailleurs qu'un à la fin pour lui payer un séjour à VV. De repos, une cure de repos. Non, mais pour finir, et donc je me disais, mais dis-toi Marie que dans 20 ans, tu te diras peut-être, ah oui, je me souviens, j'étais avec Sophia Hawin dans un hôtel à Martigny, avec etc. Et elle me lisait. La montagne. Voilà. Et c'est vrai que c'est dommage parce que la montagne est belle et on dirait une chanson de Ferrat. Et le parking, ça gâche tout, quoi. Et tout ça pour dire que le prochain roman, c'est toujours Sophia, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la langue n'est pas la même, les personnages ne sont pas les mêmes. Et ce qui est fou, c'est de se dire, mais d'où ça vient tout ça, quoi? Comment elle peut produire tout ça? Donc tout ça pour dire que c'était rebouclé, même si j'ouvre beaucoup de tiroirs, pour reboucler sur le fait que Abad, c'était important, je pense, que ce soit un petit garçon pour lui permettre d'ouvrir vraiment le coffre au trésor de tous ces personnages. Et la prochaine héroïne de mon deuxième roman, c'est une jeune fille. Ben ça c'est bien. Voilà, une jeune fille, et c'est un portrait de génération de femmes. Et il y a. Je me réjouis de voir comment tu vas mettre en scène une jeune fille. Ça, je prends là où j'avais, parce que pendant un certain temps, j'avais une sorte d'autocensure par rapport à mon histoire. Je n'arrivais pas à écrire des beaux personnages de femmes. C'était beaucoup plus difficile pour moi d'écrire un personnage de femme. Que d'écrire ce petit garçon qui arrivait à parler super facilement. Je prenais le crayon ou l'ordinateur, j'écrivais. Et les femmes, il y avait une autocensure chez moi. Alors c'est peut-être dû à mon histoire. Je sais pas, franchement, j'ai pas envie de rentrer dans les élucubrations psychanalytiques. Mais en tout cas, aujourd'hui, mon challenge et mon but est atteint parce que le roman parle à beaucoup de monde. Et puis, le fait de voyager ailleurs, c'est génial. Moi, je suis hyper contente d'être là. Et en même temps, il y a aussi un truc, c'est que je prends du plaisir à écrire le deuxième. J'ai hâte, et surtout, je prends du plaisir à écrire des portraits de femmes. Parce que ça, c'est une vraie victoire pour moi, parce que le jeu de mon deuxième livre, il est plus apaisé déjà. Alors, il est tout autant au vitriol, mais il est plus apaisé. C'est-à-dire que les personnages féminins dans la salle sont soit des objets de convoitise ou des femmes protectrices, mais elles ne sont pas le pivot, disons. Elle gravite autour. C'est quand même le pivot de son... C'est un roman d'apprentissage, et tel qu'il en existe depuis des millénaires, mais il est assez classique ce roman. C'est un gamin qui évolue sur une année et qui se construit à travers des rencontres, en fait. Moi, j'estime que j'ai rien inventé. Le seul truc que je trouve intéressant dans mon livre, avec le recul, c'est la langue. Oui, voilà. Mais alors, ça, je suis d'accord avec toi.
tout a été dit, tout absolument a été dit, c'est dans la façon de le dire. Ouais. Et c'est l'écriture de Sophia qui est absolument envoûtante, mais tout a été raconté, hein, les cas de figure et tout, tout a été dit. Bonsoir, bonsoir, un autre écrivain Bonsoir. qui vient se joindre à nous. Alors, on a passé beaucoup de temps. Moi, j'ai choisi un extrait que Sophia va vous lire, puis dès qu'elle aura terminé la lecture de ce passage-là, vous pouvez lui poser des questions. Sophia, t'es prête? Vous voulez entendre lire ou ça vous Non, oui, bien sûr, tout le monde veut l'entendre lire. J'aimerais bien entendre lire avec l'accent québécois. C'est vrai? Alors, on fait moitié-moitié? Non, non, tout. Alors, c'est m'ouvrir dedans. À cause de nos bêtises de la rue Léon et des nichons ukrainiens, la bande des Apaches du dimanche de la Goutte d'Or avait été séparée de force. C'est Odette qui nous appelait comme ça, du nom qu'on donnait aux voyous d'avant, qu'elle avait connu quand ses cheveux étaient encore blonds et pas couleur poussière. Je vous parlerai de ma Odette, mais plus tard. La plupart des grands, profs, parents des autres, pensaient que j'étais fou, un mauvais élève, un sale, un méchant, et que c'était moi qui avais entraîné tous les autres vers la rue et les conneries de sex shop. Alors que dans la vraie vie, celle qui pue la merde, c'est la rue qui nous gouverne, et pas l'inverse. C'est la rue qui nous appelle, et pas l'inverse. Et pour ceux qui n'ont pas de mère, il n'y a qu'elle pour les comprendre, les aimer et donner un sens à leur vie. Ça, c'est la grande Sophia, oui. Alors, vous avez des questions pour Sophia avant le dédicace? Alors, il n'y a pas de mauvaises questions, c'est ce que je dis aux ados avec qui je travaille. Bon, ben, super.